la France est 3 fois plus endettée que tout le continent africain. Et pour aider, bien sûr, ça n'a échappé à personne, on est en pleine crise de la dette, avec des taux d'intérêt qui montent, etc. Donc nous empruntons de l'argent pour en donner, ce qui est déjà un peu fou, mais on emprunte parfois de l'argent pour en prêter. Bonjour Guillaume Bigot, Bonjour. Merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Vous êtes député Rassemblement National du territoire de Belfort, vous êtes essayiste et éditorialiste et bien connu des téléspectateurs de CNews auxquels vous manquez depuis que vous avez été élu député. Nous allons balayer l'actualité très riche de la semaine, mais nous vous avons surtout invité parce que vous avez présenté en commission des affaires étrangères le 5 novembre dernier le résultat d'une mission d'information dont vous avez été chargé au titre de rapporteur pour avis. Dans ce rapport sur l'aide publique au développement, vous vous penchez donc sur ces milliards d'euros, et je dis bien milliards, que la France alloue à différents pays dans le monde, un peu n'importe comment, il faut le dire, et nous allons en parler avec vous. Alors, première question d'abord, Guillaume Bigot, quel est l'effort de la France en faveur de l'aide publique au développement et quelle est l'évolution de cette aide? Quel est cet effort? Parce qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent, on parle de 5 milliards, on parle de 15 milliards. Expliquez-nous combien est-ce qu'on dépense et qu'on envoie dans ce tuyau dont on parlera, très complexe et dont on parlera après, de l'aide publique au développement. Alors, écoutez, bien volontiers, c'est effectivement un rapport pour avis budgétaire dont j'ai été chargé. Les gens ne le savent pas nécessairement, mais quand on examine un projet de loi de finances, on le coupe en quelque sorte en rondelles et par commission d'ailleurs. Donc là, il y a une partie de l'aide au développement qui est liée à l'action, disons, diplomatique de la France. Donc c'est plutôt la commission, je suis membre des affaires étrangères, qui l'examine. Et c'est comme ça pour toutes les missions, on parle de missions budgétaires. Donc le grand total du budget de la France, on le coupe en tranches de salami. Il y a mission par mission. Donc j'ai été chargé d'examiner, pour le compte de l'Assemblée nationale et de la commission des affaires étrangères, cette partie du budget qu'on appelle aide au développement. Et première surprise, on avait du mal à cerner la volumétrie de la mission. Parce que stricto sensu, la mission, elle pèse à peu près 6 milliards, un peu moins de 6 milliards, 5,7 milliards dans le projet qui nous a été présenté par M. Barnier. Mais en fait, on se rend compte que l'aide publique au développement telle qu'elle est définie par l'OCDE, c'est une norme en fait imposée par l'OCDE, c'est en réalité 15 milliards environ. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand Emmanuel Macron est arrivé aux manettes en 2017, on avait 10 milliards d'aide publique au développement. On est passé de moins de 10 milliards d'ailleurs à plus de 15 milliards. Donc c'est l'un des budgets de l'État qui a augmenté le plus rapidement et le plus fortement. Et donc à l'époque, on avait une dépense d'aide au développement par rapport à notre richesse nationale qui était de 0,37% de notre richesse nationale consacrée à l'aide publique au développement. Emmanuel Macron a voulu jouer les grands seigneurs. Il a dit non, la France est un pays très généreux, on va passer à 0,7% de notre richesse nationale. Et donc on est passé de 0,37 à 0,50. Et le budget qui nous a... On n'est pas encore tout à fait au 0,7, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais on n'est pas encore au but. Exactement. Mais alors, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire qu'il y avait déjà eu un petit ralentissement l'année dernière, mais néanmoins, on est loin des 0,37. On reste un des pays vraiment les plus généreux quand même de l'OCDE. Et le budget présenté par M. Barnier a été vraiment avec des baisses en fait relativement minimalistes. Et donc c'est le premier point. Ensuite, vous me parlez de 15 milliards et 5 milliards. En effet, parce que dans ce paquet de 15 milliards, il y a 5 milliards d'aide au développement, presque 6, je l'ai dit, et il y a ce qu'on pourrait appeler l'aide au développement embarquée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des dépenses d'aide au développement qu'on va financer, qu'on va flécher vers l'Union européenne. On va donner presque 3 milliards à l'Union européenne dans ce qu'on donne à l'Union européenne. Comme vous savez, on a une contribution nette énorme à l'Union européenne. Nous, contrairement à l'Allemagne et à d'autres pays, nous n'avons pas négocié de rabais. Donc on a donné plein pot. Et dans ce pot-là, il y a presque 3 milliards. Premièrement. Deuxièmement, quand on accueille donc ce sont 3 milliards d'aides données
par la France pour l'aide au à l'Union développement européenne. dont dispose l'Union européenne. Exactement. Et l'Union européenne va faire de l'aide au développement européenne, justement. Elle ne va pas faire de l'aide au développement française, mais c'est nous qui la payerons. Ensuite, vous avez, je dirais, une aide au développement embarquée ou induite, c'est-à-dire quand vous accueillez des étudiants étrangers. Parmi les différentes actions de l'aide au développement, c'est notamment de financer des bourses pour des étudiants avec lesquels on a des accords de coopération, des pays avec lesquels on a des accords de coopération. Eh bien, ces étudiants qui viennent, il y a des frais qu'on appelle les frais d'écolage qui sont dépensés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi de l'aide au développement. Vous avez autre exemple, et je vais m'arrêter là, la première année de séjour des réfugiés. C'est-à-dire les gens qui demandent l'asile, qui ont ce statut en France, non, j'arrive en France, je demande l'asile, le temps que leur statut soit examiné, la première année de séjour, ça coûte très cher, il faut les loger souvent, les nourrir, les aider financièrement, etc. Et en plus, ils n'ont pas le droit de travailler la première année, enfin tant qu'ils n'ont pas un statut, eh bien ça, c'est pris en charge par l'aide au développement. Vous voyez ? Donc c'est un budget quand même assez important qui avait cru de manière absolument extravagante, on peut dire, par rapport à 2017. Alors 15 milliards, pour donner une image, c'est 3 fois le budget des prisons à peu près. C'est 3 fois le budget du ministère de la Justice même. 3 fois. Voilà. C'est surtout une augmentation. Enfin, quand on dit des ministères ont eu des moyens supplémentaires en France depuis, disons, 2017, on cite souvent effectivement le ministère de la Justice et on cite souvent, par exemple, le ministère des Armées. Bon, ces ministères-là, ils ont vu leur dotation augmenter de 40, 45, 50%. Là, l'aide au développement, il y a eu une augmentation jusqu'à 70%. Donc c'est considérable. Et au départ, l'honnêteté me pousse aussi à dire que la pensée du président de la République en 2017-2018 sur ce sujet de l'aide au développement était, je dirais, elle était assez claire et elle était pas totalement absurde. C'est-à-dire que le chef de l'État a dit, bon, écoutez, si on fait de l'aide au développement, il vaut mieux faire de l'aide bilatérale, c'est-à-dire la France aide un pays A, un pays B, un pays C, et pas de l'aide multilatérale, on y reviendra sans doute, c'est-à-dire faire des chèques à des organisations internationales et des ONG internationales, etc., sans qu'on puisse vraiment savoir comment c'est dépensé. Bilatérale, donc. Deuxièmement, on va concentrer cette aide sur les pays qui en ont le plus besoin, et notamment sur les pays d'Afrique francophone, parce que les pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, comme on dit, il y avait 19 pays prioritaires, c'était principalement des pays d'Afrique, et notamment d'Afrique de l'Ouest, et notamment des pays du Sahel. Donc il y avait cette idée de concentrer sur des pays qui en ont besoin. Et enfin, troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait l'idée aussi d'Emmanuel Macron à ce moment-là, de se dire l'aide au développement, c'est un peu l'influence, on peut dire, de la France, puisqu'on donne de l'argent, on aide, on a une influence sur ces pays. Ça va être lié donc à le développement, va être lié à la diplomatie, qui va être lié à la défense. C'était la logique des 3D. Diplomatie, défense, développement. Et donc ça partait non seulement d'un bon sentiment, mais aussi d'une idée de concentrer nos moyens et nos efforts avec un effet de levier. Et ça n'a pas du tout fonctionné, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis par exemple sur le Mali, le Niger, le Burkina Faso, avec quel résultat tout le monde a pu le voir. Oui, c'est ça. Alors, vous dites dans votre rapport, d'ailleurs, que ces 5 à 15 milliards, enfin ces 15 milliards, souffrent d'une dispersion à la fois thématique et géographique considérable. Donc en 2025, on devrait aider 150 pays, c'est ce que vous écrivez. Oui, absolument. Et 271 organismes et fonds multilatéraux. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, sur quels critères ? Qui choisit ces pays et comment est-ce qu'on détermine les sommes affectées ici ou là, quoi ? C'est toute la question. Et à l'occasion de cette investigation, je me suis rendu compte qu'en fait, et ça avait été d'ailleurs très, très bien pointé par la Cour des comptes, on n'avait pas vraiment de contrôle. Et que cette logique, disons, assez rationnelle, assez claire au départ, d'aider des pays, de contrôler ce qu'on faisait, de faire du bilatéral, comme ça n'avait donné aucun résultat, notamment dans les pays du Sahel, le chef de l'État n'a pas voulu se dédire d'une certaine façon. Il n'a pas voulu dire, bon, ça n'a pas fonctionné, donc ça ne sert à rien de jeter de l'argent à la poubelle, finalement. Il n'a pas eu ce raisonnement. Il a, d'une certaine façon, un peu pour masquer l'échec de cette politique de développement, il a continué à dépenser de l'argent et à en dépenser toujours plus. Et il l'a fait, non plus cette fois-ci dans des opérations bilatérales, mais dans des opérations multilatérales. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent au Mali, au Niger, au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, etc., avec des projets de développement qu'on pouvait plus ou moins contrôler,
eh bien, il a fait des chèques, par exemple, à des fonds. Alors, le fonds vert pour le climat, le fonds Gavi pour la vaccination dans le monde, le fonds de lutte contre le sida, le paludisme, et ce sont des grands fonds internationaux. Bien sûr, les organisations internationales et toutes les organisations de l'ONU qu'on connaît, le PNUD, l'UNICEF, etc., l'UNRWA qui a défrayé la chronique là, à Gaza. Donc toutes ces organisations internationales, le chef de l'État a décidé pour tenir l'engagement un peu totémique de 0,7% de notre richesse, en disant bah, ça ne fonctionne pas en bilatéral d'une certaine façon en Afrique, qu'à cela ne tienne, on va quand même faire des chèques. Et là, on rentre dans le grand délire parce qu'on va par exemple aider des pays comme la Nouvelle-Guinée. Oui, c'est ça. Alors, vous dites la France est parfois plus endettée que des pays à qui nous prêtons. Ah bah déjà, si vous regardez toute l'Afrique, la France est 3 fois plus endettée que tout le continent africain. Et pour aider, bien sûr, ça n'a échappé à personne, on est en pleine crise de la dette, avec des taux d'intérêt qui montent, etc. Donc, nous empruntons de l'argent pour en donner, ce qui est déjà un peu fou, mais on emprunte parfois de l'argent pour en prêter. Et on prête à des pays, donc non seulement moins endettés que nous, des pays qui, parfois, effectivement, n'arrivent pas à se financer eux-mêmes sur les marchés financiers. Donc, on va faire ce qu'on appelle bonifier des prêts, hein, c'est-à-dire on va garantir ces prêts, on va payer la différence entre un taux d'intérêt vraiment minimaliste et le taux d'intérêt du marché, et on va, comme ça, engager les deniers de la France. Donc, il y a à la fois l'argent qu'on donne, et il y a des engagements qu'on prend à la place de certains pays. Et je me suis rendu compte dans cette enquête, j'ai interrogé notamment un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, qui a la co-tutelle des affaires étrangères avec Bercy, avec le ministère de l'économie et des finances, sur un organisme, hein, une agence qui est au cœur de cette affaire de développement en France, qui s'appelle l'Agence française de développement. Et j'ai dit, mais quand même, quand on regarde le conseil d'administration de cette agence française de développement, qui est le gros opérateur de l'aide au développement, hein, qui manœuvre un peu ses crédits, ses chèques, ses prêts, etc., j'ai dit, mais c'est curieux parce que dans le conseil d'administration de cette agence, vous, le ministère des Affaires étrangères, vous êtes très peu représenté, et l'autre tutelle qui est Bercy, la direction du Trésor, vous êtes très peu représenté. Et là, ce haut fonctionnaire s'est un peu coupé, il m'a dit, mais oui, mais c'est normal parce que si nous étions davantage représentés dans le conseil d'administration, alors les encours de l'Agence française de développement, qui est en réalité une banque publique de développement, soit 50 milliards de prêts, hein, 50,3 milliards de prêts. Prêts qui sont aujourd'hui engagés. Hein, bien sûr. C'est ça. Et donc cautionnés par la signature de la France. Hein. Derrière, c'est nous, hein, c'est bien sûr le Trésor public, dont j'ai demandé spécifiquement à l'Agence française de développement de me lister les prêts qui ont été faits des pays les plus pauvres du monde. Il y en a 9. Donc je pense que il n'y a pas 9 pays, il y a 9 milliards de cet encours de 50, qui à mon avis, on n'en verra jamais la couleur. Et c'est des prêts qui sont faits sur des durées très très longues, avec des taux très faibles, mais c'est même pas sûr que ces pays... voilà. Donc en réalité, c'est une espèce de dette cachée, en quelque sorte, de la France. C'est pas 3100 milliards, c'est 3100 milliards, la dette française, plus les 50 milliards de l'Agence française de développement. Donc ça, c'était déjà assez intéressant. Et puis ensuite... Incroyable. Je me suis rendu compte que cet opérateur, il était un peu en roue libre. C'est-à-dire qu'il allait voir la direction générale du Trésor, Bercy. Donc on parle toujours de l'Agence française de développement. Exactement. Ouais. Et de son directeur général, d'ailleurs, qui est un homme extrêmement intelligent, extrêmement sympathique. Mais c'est pas le sujet. Il y a d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, des très grands professionnels du développement, etc. C'est pas, si vous voulez, des gens qui sont animés de mauvaises intentions, ce sont pas des gens malhonnêtes non plus. Simplement, ils sont un peu en roue libre et on leur a dit, écoutez, allez-y, puisque pour faire rayonner la France, comme me dit M. Rioux, qui est le patron de cette agence française de développement, c'est un proche de M. Macron, moi, mon rôle, c'est de faire des amis à la France. Évidemment, parce qu'on fait des chèques, on se fait des amis, quoi. Et donc, ce M. Rioux, il disait, mais finalement... moi, mon travail, c'est d'être une banque. Donc, il disait ça aux affaires étrangères. Vous savez, moi, je suis une banque, donc je dépends surtout de Bercy. Puis, à Bercy, il dit, vous savez, moi, je suis surtout un diplomate, donc je dépends des affaires étrangères. Donc, en vérité, on voit bien que c'est... Et quand j'ai interrogé des ambassadeurs qui ont témoigné, mais qui n'ont pas voulu être auditionnés officiellement à l'Assemblée nationale, ils ont dit, mais vous savez, nous, en tant qu'ambassadeurs, théoriquement, on a des gens de l'Agence française de développement et on peut même leur mettre une note, hein, parce que quand vous êtes un fonctionnaire, un chef de service vous met une note, mais là, on ne le fait pas, parce que en fait, c'est l'Agence française de développement. Donc ça, c'est un peu directement sous l'Élysée et ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors, on fait des chèques pour se faire des amis, sauf que souvent, certains pays d'Afrique que nous avons aidés préfèrent confier leur marché à la Chine. C'est ce que vous écrivez.
Oui, parce qu'en réalité, dans ces dépenses-là de développement, donc il faut bien distinguer deux choses. L'aide qu'on injecte dans certains pays directement et ces fameux chèques à des organismes multilatéraux. J'y reviendrai. Mais sur l'aide quand on veut construire un pont, quand on veut construire une route, quand on veut rénover un hôpital, etc. Dans tel ou tel pays, dans de tel ou manière tel très pays. fléchée, oui. Ça peut être effectivement en Côte d'Ivoire, ça peut être en Mauritanie, on fait un appel d'offres. Voilà. Et parce que c'est les règles de l'OCDE et les règles de l'OMC. On parlera des Comores. On en reparlera, voilà. Avec plaisir. Eh bien, on fait un appel d'offres. Et là, quasiment à tous les coups, les entreprises les moins chères, ce sont des entreprises chinoises ou des entreprises turques, parfois des entreprises allemandes, assez rarement, je dois dire, des entreprises françaises. Donc là où le phénomène devient vraiment très pervers, c'est qu'on donne de l'argent à des pays. Ça va être plus ou moins efficace suivant les pays. Ça peut être intéressant pour ces pays, mais c'est même pas toujours sûr. Il y a un ambassadeur qui me disait, moi j'ai été dans un pays d'Afrique et j'aurais dit, mais cette route qu'on a fabriquée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes contente? Une habitante du coin. Elle dit non, monsieur, parce qu'en fait les routes ça se mange pas. Voilà, donc vous voyez, parfois on comprend pas les besoins des habitants. Alors évidemment, les routes sont quand même très utiles en Afrique partout, mais il faut bien voir que des projets d'infrastructure, des projets de développement, il faut qu'ils soient absolument qui répondent pour être efficaces à une demande de la population. Or, on ne peut pas directement, nous, et c'est normal, s'adresser à la population. On passe par l'écran des États, ou encore pire, on passe par l'écran de ces organisations internationales. Donc ça ne correspond pas nécessairement aux besoins de la population et à ce que la population vit. Voilà. Et alors, non seulement il y a ça, mais il y a aussi des exemples de gabegie pur et simple. Alors, vous citez, par exemple, l'exemple des Comores. La France a donné 50 millions d'euros aux Comores, qui est le pays d'origine de très nombreux migrants qui viennent et qui mettent en péril l'équilibre de Mayotte, on le sait. Alors, à quoi sert cet argent? Est-ce que vous avez pu regarder à quoi servait cet argent que la France donne aux Comores? Bon, là, c'est pareil. Moi, je suis resté très peu de temps sur place, donc j'ai pas pu tout visiter, tout voir, mais j'ai préféré regarder, disons, les dossiers, les budgets et les types de projets. Et là, je confirme qu'il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup trop de projets, d'une certaine façon, pour les suivre. Et il y a aussi des projets qui sont des projets, finalement, sans contact avec la réalité sociale. Donc, je mets entre parenthèses le fait que ce qu'on fait aux Comores, à mon avis, on ferait mieux de le faire à Mayotte, c'est-à-dire à 70 km de là, puisque Mayotte, c'est un département français et qu'il manque de tout. Bon, mais plutôt que d'investir à Mayotte, on investit aux Comores, pays qui revendique, entre parenthèses, Mayotte, je ne sais pas si vous voyez. Bon. Et pourquoi il y a eu une augmentation très forte, presque une multiplication par 3 du volume d'aide aux Comores, tout petit pays par ailleurs, tout simplement parce que le président des Comores, Azali, a déclenché une crise migratoire en 2018. Il a refusé de reprendre les gens effectivement, ces migrants en très grande quantité qui assaillent d'une certaine façon Mayotte, l'île voisine. Et il a dit en 2018, je les reprends plus. Alors évidemment, c'était panique à bord. Et là, il a exercé une sorte de chantage. On lui a dit, bon, écoutez, vous allez les reprendre et moyennant quoi, on va augmenter l'aide au développement. Alors sur place, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des projets qui sont honnêtement très sérieux et très intéressants, même pour les Comores, c'est-à-dire des projets sur l'agriculture. On a même formé d'ailleurs des magistrats, des greffiers, tout ça. Ça a l'air de bien fonctionner, pour être honnête. On peut quand même se poser la question, est-ce que la France est suffisamment riche pour former des greffiers et des magistrats qu'on n'a plus chez nous, par exemple, et de les former aux Comores, pays qui est vraiment un pays assez hostile, en définitive, quand même. Voilà, donc fermons la parenthèse. Mais j'ai aussi vu des choses qui étaient complètement à côté de la plaque. Alors, parmi ces choses-là... Vous parlez d'un hôpital sans beaucoup de médecins. Moi, j'étais sur place, il y avait des cas... très sérieux de choléra, et comme Mayotte est à côté, c'était quand même inquiétant. Et on avait rénové complètement un hôpital que j'ai pu visiter. Et cet hôpital, il était vide, vraiment vide. Il y avait des gens qui étaient devant l'hôpital, des familles, des enfants. À l'intérieur, les lits d'hôpitaux étaient complètement vides. Il y avait du matériel assez moderne mélangé à du matériel dans un très mauvais état. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu l'électricité partout. L'endroit où il y avait le plus de climatisation, c'est le bureau du directeur. Et le directeur de l'hôpital, je lui ai demandé combien il avait de médecins, il ne savait pas me répondre. Et puis il y a un gars qui était à côté de lui, il est reparti en arrière, il est revenu, et puis il dit voilà le médecin. Alors le gars avait mis une blouse blanche. Enfin, vous voyez, c'était un sketch digne de la vérité si je mens. La scène où ils ouvrent la porte et on voit des chèvres. Bon, alors
les écoles, on rénove des écoles. Là aussi, je pense que vraiment, les Comores, c'est pas un pays du tout. C'est un pays très très pauvre. Et les écoliers, ça pourrait être intéressant de les aider. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, on rénove ces écoles. En effet, j'en ai vu plusieurs. On donne donc les marchés à des entreprises chinoises. En tout cas, ça arrive souvent. Donc, on ne veut pas travailler en entreprise française, il met une entreprise nécessairement locale. Et ces écoles, là aussi, j'ai vu des écoles. Donc, j'ai vu une première qui était quasiment vide, qu'on a visité avec l'ambassadeur et avec l'Agence française de développement, quasiment vide. Et j'ai demandé à en voir une autre qu'on avait rénovée avant. Et en fait, celle-là était complètement vide. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on m'a dit, mais c'est très simple. En réalité, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le développement des écoles coraniques. Donc, les gens des Comores ne vont plus dans les écoles publiques, ils vont plutôt dans les écoles coraniques. Et de temps en temps aussi, les professeurs qui reçoivent leur salaire de professeurs publics, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des cours privés. Donc, en fait, les gens fuient l'école publique. Donc, on rénove une école publique qui, en fait, n'est plus utilisée. L'offre de santé aux Comores, j'ai compris aussi pourquoi. Parce que l'offre de santé aux Comores est de très, très mauvaise qualité, de très mauvaise réputation. Lorsque les gens sont très malades aux Comores, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont se rendre en Tanzanie. Ils demandent à la diaspora comorienne de les financer. Et quand les gens sont trop malades, ils vont en Tanzanie. Donc, ils ne fréquentent pas. Alors, il y a effectivement ces fameux kwassa sanitaires. Les kwassa, c'est les petits bateaux qui sont très, très dangereux d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se noient. Et quand ils sont trop malades, effectivement, ils vont à Mayotte pour être soignés. Donc, ce sont des choses parfois complètement absurdes. J'ai vu également des installations d'adduction d'eau. Et honnêtement, là aussi, je pense que c'est très utile pour la population. Encore une fois, je préférais que ça soit fait à Mayotte, mais bon, qu'importe. Mais par contre, là, encore une fois, c'était une entreprise chinoise avec vraiment sans vergogne le patron de l'entreprise chinoise qui s'est invité, parce que je voulais rencontrer aussi les maires, et l'ambassadeur était présent, et l'équipe de l'ONG qui travaillait sur ce projet d'adduction d'eau. Bah, le Chinois s'est invité et manifestement, il essaie de tirer la couverture à lui. Et ce qu'on fait en plus, personne ne sait qu'on le fait. C'est-à-dire, on le fait quasiment en s'excusant. Ouais. Quand on Alors a des que les petits Chinois panneaux, font une publicité, voilà, exactement, d'enfer. Parfois, on fait des petits panneaux où on voit Agence française de développement, etc. Les Chinois, quand ils ont fait un stade à Moroni, la capitale, c'était un stade d'ailleurs qui n'est pas du tout ni fait ni à faire. Mais enfin bon, en attendant, c'est le bâtiment le plus visible et vous avez un énorme panneau, don du peuple chinois. Les Chinois ont réalisé dans le centre, dans la capitale aussi, le palais du peuple, c'est-à-dire ni plus ni moins, ils ont rénové l'Assemblée nationale locale. Et ils ont mis un grand panneau don du peuple chinois. Alors les Chinois, autant vous dire que eux, d'abord ils font travailler que leurs entreprises, et évidemment ils se contrefichent complètement, comme les Américains d'ailleurs, de la définition de l'OCDE officielle de l'aide au développement. Parce que la définition officielle de l'aide au développement fait que si vous faites travailler vos entreprises, on appelle ça de l'aide liée, et ça n'est plus comptabilisé comme de l'aide au développement. Oui. Alors nous, d'ailleurs, cet argent n'est même pas utilisé comme un levier pour freiner l'immigration, l'argent qu'on éjecte. Je reste aux Comores, qui pose un vrai problème d'immigration à Mayotte. Alors en vérité, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, les Comores, on va dire, parce que c'est un État en réalité très faible, qui a peu de contrôle en fait, sur notamment les réseaux de passeurs, etc., coopèrent en réalité avec nous et avec les agents de l'ambassade. Voilà. Et les Comores acceptent de récupérer à peu près 8000 personnes qui sont... il y a 8000 départs qui sont empêchés depuis les Comores. En revanche... Donc ils font un geste, quand même. Bah, ils font ce qu'ils faisaient avant la crise en réalité, et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que nous, on expulse de Mayotte 20 à 25 000 personnes chaque année, et on en revient, après avoir multiplié par 3 l'aide au développement, exactement à la situation de départ. Donc en fait, quand on réfléchit un peu et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que cette aide au développement, maintenant, c'est utilisé comme un chantage. C'est-à-dire que si vous cessez de nous aider, eh ben, on va ouvrir les vannes de l'immigration. Donc, en fait, on arrive exactement à la même volume d'immigration, et l'immigration, elle continue, parce qu'il y a l'île la plus proche de Mayotte, c'est à peu près grand comme la Seine-Saint-Denis, il y a 40 points d'où partent les bateaux. Et encore une fois, l'État comorien est très faible et n'empêche pas grand-chose. Et nous, on n'arrive pas non plus à empêcher, à intercepter tout le monde, etc. Donc, on continue à avoir ce déversement, disons, d'Anjouan, c'est l'île d'Anjouan, sur Mayotte. Donc l'aide au développement ne change rien, sinon que maintenant on est un peu piégé. Alors, dernière question sur ce dossier velu. Les associations, les ONG, les entreprises font appel pour leurs projets dans ces pays
qui sont aidés par la France à des sociétés d'études et de conseil. Et vous dites que ces sociétés d'études et de conseil sont très bien rémunérées sur les dotations de ces organismes. Ces sociétés d'études et de conseil facturent 500 à 1000 euros la journée, ce qui est classique d'ailleurs pour des sociétés de conseil. Mais que ces études vous tombent souvent des mains, écrivez-vous, j'en ai lu un bon nombre, tant leur contenu est pauvre, où elles concluent à la quasi-impossibilité de mener à bien les projets qu'elles sont censées documenter, donc des études parfaitement inutiles, c'est ce que vous dites. Oui, il y a des études qui sont avec de véritables experts. C'était notamment le cas pour un grand projet, qui cible à nouveau les Comores, qui est de développer une assurance maladie universelle. Donc, au moment où la sécurité sociale ne fonctionne plus ou peut plus être abondée chez nous, on a la bonne idée de la développer aux Comores. Bon, passons. Et cette assurance maladie universelle, cette assurance généralisée universelle, aux Comores, il y a eu plusieurs études sur la question avec des actuaires, avec des gens qui sont des vrais spécialistes de la question de l'assurance. Et ils concluent qu'en fait, comme l'état civil est vraiment fragile, comme il n'y a pas de système d'information, etc., etc., donc en fait, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Mais on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois. Il y a 2 rapports d'affiliés qui disent que c'est extrêmement compliqué d'installer l'assurance maladie. Mais on continue, c'est pas grave, puisque c'était marqué dans la shopping list du traité entre M. Azali et M. Macron. Donc ça aussi, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que finalement, la réalité n'est pas tellement un problème. Et donc dans cet environnement-là, oui, tout le monde sait plus ou moins que c'est marqué sur le papier puisqu'on va faire dans la réalité. Donc effectivement, on a envoyé des experts faire des études sur le genre dans pas mal de pays du Sahel avec les résultats qu'on sait, dans des zones en plus particulièrement touchées par l'islamisme. Aux Comores, à nouveau, on fait des études sur l'égalité homme-femme. Mais enfin, tout ça, vraiment, n'a absolument ni queue ni tête. On fait des études aussi pour savoir comment renforcer l'unité nationale des Comores, pays, encore une fois, hostile à la France, officiellement, grâce à la diaspora des Comores. Donc en fait, ici, à Paris, on nous explique que les descendants de l'immigration des Comores, c'est ma position aussi, sont des Français à part entière, et on devrait se préoccuper de l'unité nationale française. Non. Nous, on finance d'une certaine façon, l'investissement humain ou l'investissement financier de la diaspora comorienne aux Comores pour renforcer l'unité nationale des Comores. Enfin, c'est tout ça, on dirait un film des Monty Python. De plus, on essaye de favoriser des start-up, mais il n'y en a pas. On essaye de favoriser des projets d'investissement de la diaspora, mais il n'y en a quasiment pas. Donc on dit qu'on va sélectionner parmi des milliers de projets les 100 meilleurs. On n'arrive même pas à en faire 100, si vous voulez. C'est ça la réalité du terrain. Et je pense que ce sujet de l'aide au développement, encore une fois, je ne jette pas la pierre à ces professionnels qui sont souvent extrêmement dévoués, qui sont de très grande qualité, qui font souvent un job très sérieux. On voit bien que la faille est politique. Mais bien sûr, quand vous avez... Si vous voulez, ça me fait penser à ça. Je l'ai d'ailleurs dit à l'ambassadeur sur place. Je lui dis, mais on a l'impression que ce projet d'assurance maladie universelle ou toutes ces formations qu'on lance, ces transformations aux Comores, c'est comme si on voulait acheter des guirlandes ou des boules de Noël alors qu'il n'y a pas de sapin, en fait. Donc on ne peut pas les accrocher, si vous voulez. Souvent, dans ces pays, il n'y a pas d'État. Enfin, il y a une espèce de fine pellicule administrative ultra corrompue. Donc, si vous voulez, effectivement, ça, c'est une source aussi de gabegie énorme, puisqu'en fait, on dépense des choses, mais une partie de ce qu'on va donner va être absorbée ou va s'évaporer. Alors Guillaume Bigot, on va parler du procès des assistants du Rassemblement national. On va abandonner l'aide au développement. Mais dernière question avant ça. Lors de la commission à laquelle j'ai assisté, j'ai remarqué que la gauche était extrêmement virulente contre votre rapport, contre vos préconisations et qu'elle défend absolument toute d'en dehors cette aide au développement, quoi qu'il en coûte. On a l'impression que c'est un espèce de tabou intouchable et oui, qu'on ne peut pas améliorer, en tout cas très difficile à remettre en cause. Oui, quel est votre sentiment ? Vous avez assisté à cette séance, donc effectivement, on avait l'impression que c'était le carambar qui touchait la carie, quoi, en fait. C'est-à-dire, quand on leur dit de 2017 à aujourd'hui, on a fait 25 milliards d'euros de chèques à des organismes internationaux dont on ne sait pas où va être finalement complètement cet argent qu'on ne contrôle pas, etc. 25 milliards. 25 milliards, oui, absolument. C'est prodigieux, pendant que nos agriculteurs réclament en vain de quoi survivre. Et quand on dit et ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que ici, dans le territoire de Belfort, on n'a pas assez de lits d'hôpitaux, mais on finance des lits d'hôpitaux dans d'autres pays. Et sans en avoir l'argent, donc on emprunte cet argent. Lorsque, par exemple,
il y a, on finance par exemple des actions en faveur de la protection ou du reboisement, disons, on va dire, de ces poumons verts que sont la forêt primaire en Amazonie ou la forêt en Indonésie. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain? Il se passe que ces pays-là, le Brésil ou l'Indonésie, ont décidé de faire venir des multinationales, chinoises, américaines, etc., pour déforester. Et nous, contribuables français, avec un argent qu'on n'a pas, on va donc emprunter de l'argent pour le donner à un fonds vert pour le climat qui va reboiser. Et on nous explique que ce sont des biens publics mondiaux. Donc on est en fait, soi-disant, cet internationalisme que nous chante LFI, c'est en fait le cœur de l'idéologie de Davos. C'est les amis de M. Mélenchon parlent exactement la même langue que Bill Gates, en fait. Ce sont des mondialistes. C'est pour ça que c'est mal passé, c'est que j'ai été démasqué. J'ai fait appel à Jaurès, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, vous voyez, en Tunisie, il y a autant de médecins tunisiens qui partent que de Tunisiens diplômés chaque année. Donc en fait, quand vous êtes favorable à l'immigration, il faut comprendre que c'est une aide publique au sous-développement de faire ça. Et donc si Jaurès, qui était un internationaliste, était là aujourd'hui, alors ils ont hurlé, Jaurès, j'aurais dit, écoutez, calmez-vous, Jaurès appartient à tout le monde, c'est le patrimoine français. Jaurès, qui était internationaliste, aurait mis un coup de pied dans le derrière à ces médecins tunisiens en disant, allez vous occuper de votre pays et des malades dans votre pays, parce que en voulant faire votre vie en France, certes, on comprend que vous le fassiez d'un point de vue individuel, mais c'est un raisonnement égoïste, individualiste. Et donc, comme j'ai mis le doigt sur le nerf, j'ai touché le nerf de là-dedans, évidemment, ils sont devenus énervés. Tous ces gens-là, l'immigrationnisme, le mondialisme, etc., toute cette idéologie-là, c'est une idéologie des multinationales. En fait, LFI parle exactement comme les multinationales américaines. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2 mots pour remettre cette aide au développement dans le droit chemin ? Oh, des choses très simples. Cesser d'aider des pays qui ne coopèrent pas, alors qui ne reprennent pas leurs ressortissants. Quand on a des OQTF, ça me paraît minimum, voire qu'il y ait des pays qui ne veulent pas annexer une partie de notre pays à nous. Je vis spécialement les Comores. Et en général, les pays qui n'ont pas d'attitude hostile à l'égard de la France, ça, c'est la première chose à faire. Cesser toute aide quand on ne contrôle pas l'argent, enfin c'est vraiment le minimum, et c'est le travail d'un parlementaire de voter notamment le budget, mais aussi de contrôler l'emploi des fonds et ce qui se passe. Troisièmement, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur des pays avec lesquels on a une connaissance en fait. Et là, ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est que j'ai bien compris que l'idéologie mondialiste, qui est la même chose que l'idéologie européiste en fait, elle était au cœur de l'État maintenant. Au sein du ministère des Affaires étrangères, on a une direction générale de la mondialisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, ils ont une idéologie mondialiste. Et auparavant, la force du Quai d'Orsay et des diplomates, d'ailleurs on a décapité le corps diplomatique, comme on a décapité le corps électoral, c'est Emmanuel Macron. C'est quoi les affaires étrangères? C'est des gens qui connaissaient les cultures, qui connaissaient les langues, qui connaissaient les populations. Quand on avait, à l'époque de la coopération, il y avait des coopérants, donc à l'époque du service militaire de la coopération, c'est des gens qui allaient sur place, qui restaient 2 ans sur place. Donc on avait une connaissance de ces pays. Et donc on n'allait pas jeter de l'argent à la poubelle parce qu'on savait ce qui pouvait être utile, ce qui pouvait pas l'être. Et la coopération, c'est pas de l'aide au développement, c'est pas de la charité comme on fait aujourd'hui ou réparer les bêtises des multinationales. Aujourd'hui, on s'appuie sur les ONG. On s'appuie sur les ONG, on s'appuie sur ces grands fonds, parce qu'en fait, comme on ne veut pas remettre en question le modèle de la mondialisation, le problème de la déforestation, c'est le problème des multinationales et du marché mondial. On ne veut pas toucher au Grisby. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, vous voyez, ça a des effets délétères, donc maintenant, vous payez. La mondialisation, c'est aussi la Chine qui a détruit notre économie. Et pour réparer les dégâts, on décide de refinancer, alors qu'on est endetté, et notamment en raison de la Chine, et parfois endetté auprès des Chinois, on va encore emprunter de l'argent, souvent que nous prête la Chine, pour le réinjecter en Afrique, alors que là, ce sont encore des entreprises chinoises qui vont travailler. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Donc, on est dans l'idéologie de la mondialisation. Et je me rends compte qu'il y a la première chose à faire, c'est vraiment travailler avec des pays qu'on connaît, travailler avec des pays qu'on comprend, évidemment quand il y a un respect mutuel, et concentrer, à mon avis, notre aide sur des choses qu'on est capable de faire. Ce qu'on est capable de faire, c'est pareil. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir du développement si on n'a pas un accès au moins à l'eau et au moins à l'énergie, par exemple. On pourrait parler des transports, mais ne serait-ce que l'eau et l'énergie. On a des entreprises formidables. Si on veut aider les pays, ça peut être une bonne idée d'aider des pays avec lesquels on coopère, il faudrait, à mon avis, se concentrer sur ces secteurs-là, le faire savoir aussi, en disant aux gens, écoutez, on a installé, on a distribué de l'eau potable, on a rendu l'eau potable partout, grâce à la France.
Voilà, ça serait mutuellement avantageux et on fait travailler nos entreprises. Je répète, c'est ce que les États-Unis font, au moins à hauteur de 30% de RAID, et c'est ce que font beaucoup de pays dans le monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent financer du développement dans certains pays, mais à condition que leur entreprise en profite d'une certaine façon. Et là, c'est mutuellement avantageux. En fait, il faudrait... Encore faut-il avoir une vision un peu, j'allais dire patriotique, en tout cas nationale. Ou même raisonnable, disons juste raisonnable. Voilà. Merci Guillaume Bigot, c'était extraordinaire. Alors, d'avoir soulevé ce couvercle de cette marmite. Oui, c'est ça, surtout. C'était assez surprenant, je dois dire. Oui. Assez surprenant. On s'en rend compte. Alors, en 2 mots quand même, le reste de l'actualité. Le procès Le Pen-Bassomplein, on en parle beaucoup. C'est évidemment en plus exploité un peu par la gauche, ce qui était à attendre. Comment est-ce que c'est vécu au sein du Rassemblement national? Vous êtes député Rassemblement national à l'Assemblée, député du territoire de Belfort, je le rappelle. Et donc, comment est-ce que les députés vivent ce procès? Est-ce que vous y intéressez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes briefé? Est-ce que vous êtes voilà? Est-ce que vous êtes déstabilisé par ce qui se passe? Non, on est d'abord à peine surpris. On a bien vu de toute façon avec le mécanisme des désistements dits du Front républicain que plus on s'approche d'une certaine façon d'une véritable alternance, qui serait en fait la première véritable alternance depuis 1981 en France, et plus les choses se tendent, se crispent, etc. Et tous les coups sont permis. Donc c'est pas si surprenant. Maintenant, effectivement, c'était quand même très très virulent. C'est-à-dire cette réquisition demandée 5 ans de prison, dont 2 ans, et une exécution immédiate dans une réquisition. Enfin, pour quelque chose où il n'y a pas d'enrichissement personnel et qui est sujet vraiment à interprétation, j'insiste, parce que les gens ont l'impression que le Rassemblement national a violé des règles. Mais il faut savoir que ce sont des règles administratives du Parlement européen et qu'il y a quand même, à la base de la base, une liberté parlementaire. Ça a été rappelé d'ailleurs par beaucoup d'interlocuteurs politiques qui ne sont pas du Rassemblement national, plein d'interlocuteurs qui ont dit, en fait, il faut bien comprendre qu'un parlementaire, s'il n'est pas libre de faire son travail, s'il n'est pas libre une fois qu'il est élu, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, l'idée, c'est que il y a vraiment une atteinte à la séparation des pouvoirs très nette. Et je pense que cette idée qu'ont les magistrats de rendre des gens inéligibles, c'est qu'ils ont l'idée qu'ils vont se substituer aux électeurs pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et l'idée d'inéligibilité qui avait été portée par plusieurs textes de loi, parce qu'on nous dit, attendez, vous êtes député, justement les lois sont faites par les députés, c'était quand même... ça ne concernait pas du tout justement quelque chose qui relève d'une interprétation politique. Savoir si politiquement des attachés parlementaires doivent se comporter comme des fonctionnaires du Parlement européen ou alors ils peuvent travailler à une action politique, disons. Prenons l'exemple, c'est pas le cas du Rassemblement national, c'est plus le cas du Rassemblement national, disons un parti qui contesterait complètement l'idée même de la construction européenne. Vous voyez, là, bien sûr qu'il ne va pas déployer son action politique avec ses attachés parlementaires au Parlement européen au service des institutions européennes. Enfin, ça n'aurait juste aucun sens. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une question politique. Et les juges, c'était une formule très éclairante de Mitterrand, disait les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils auront sûrement la peau du nouveau. Et effectivement, on voit bien sans arrêt cette volonté des juges de sortir de leur champ de compétences et de pouvoir, d'une certaine façon... Mais les juges se défendent, vous le savez bien, en disant, voilà, nous n'avons pas voté les lois, ce sont les députés qui ont voté les lois, nous les appliquons. Oui, mais le problème, c'est l'interprétation de ces textes. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il n'y a pas, dans ce cas d'espèce, il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public. Il faut bien comprendre que la République, parce qu'on parle beaucoup de République, mais on a oublié complètement les principes de base de la République. En République, la liberté est la règle. Alors, en particulier, quand vous êtes un parlementaire, vous allez avoir 2 fois plus de liberté, un universitaire, etc., des métiers comme ça. La liberté est la règle. Ce qui est interdit, c'est ce qui trouble l'ordre public, pour dire les choses de manière la plus synthétique possible. Et là, il n'y a aucun trouble à l'ordre public dû au fait que tel ou tel groupe politique a utilisé ses assistants parlementaires comme il l'entendait. Enfin, ça n'a juste aucun sens, ça ne trouble pas l'ordre public. Alors, c'est encore une fois une querelle d'interprétation des textes du Parlement européen. C'est pas et ça,
si vous voulez, on a conçu des mesures d'inéligibilité. Moi, à titre personnel, je suis contre les mesures d'inéligibilité. Je pense que c'est encore une fois une immixtion. Les lois pénales sont faites pour réprimer, disons, des comportements individuels qui sont transgressifs. Et là, la mesure d'inéligibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, vous allez décider a priori et à la place des électeurs s'ils doivent être élus ou pas, d'une certaine façon. Bon, quand ils ont eu un comportement individuel qui heurte la morale, scandaleux, imaginons qu'il y ait eu des détournements de fonds, que les gens se soient enrichis, ce qu'on a vu d'ailleurs au Parlement européen, plus souvent qu'à l'occasion. On avait créé, notamment cette loi, elle avait été votée après l'affaire dont vous allez me souffler le nom parce que je n'ai plus le nom en tête, M. Cahuzac. Voilà, le ministre du Budget qui avait juré ses grands dieux qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Et en fait, il avait un compte à l'étranger. Le problème, c'est que ce monsieur, il était ministre du Budget et qu'il était chargé de traquer la fraude fiscale. Et lui-même, c'était un fraudeur fiscal. Donc là, on voit bien pourquoi il peut y avoir une logique de l'inéligibilité, parce que c'est un comportement individuel et qu'il y a un devoir d'exemplarité. Mais dans ce cas, ce n'est pas un problème de comportement individuel, de morale, de transgression, on va dire, de règles de vie en commun, d'ordre public, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui relève d'une interprétation politique. Donc ça se discute, mais c'est aux électeurs de trancher, ce n'est pas aux juges de trancher. Alors, on quitte la France 2 secondes, on arrive presque à la fin, pour aller chez M. Trump. Est-ce que l'élection de Trump ouvre une voie? Est-ce que ça change quelque chose à la vie politique française, d'après vous? Est-ce que le Rassemblement national étudie cette expérience, cette évolution du peuple américain, de l'électorat américain? Quelles leçons est-ce que vous tirez, c'est un vous collectif, de cette réélection de Donald Trump? Alors il y a un paradoxe, c'est que Donald Trump, c'est un dirigeant qui va défendre les intérêts des États-Unis. Or, comme les États-Unis ne sont pas la France, évidemment, les gens s'étonnent en disant « Ah, mais vous ne vous enthousiasmez pas nécessairement de l'élection de Donald Trump ». Non, puisque défendre l'intérêt des États-Unis, c'est pas défendre l'intérêt de la France. Et on sait que, notamment en matière de tarifs douaniers, etc., ça peut devenir vite assez compliqué pour les gens qui exportent et pour nos entreprises nationales qui exportent vers les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, par définition aussi, il n'est pas question de se prononcer à la place des Américains. Ceci étant dit, ce serait complètement tartuffe de nier le fait qu'on voit bien dans ce qui est arrivé, comme de la manière dont les pronostics électoraux ont été déjoués, la manière dont finalement tout un système dans lequel on retrouve des médias quasiment tous coalisés, une classe dirigeante à Washington totalement coalisée, des bien-pensants, on parlait du mondialisme, tout ce logiciel mondialiste, il a été défait. Pourquoi ? Parce que finalement, les classes populaires américaines, alliées une partie des classes moyennes, mais aussi de manière très intéressante, alliées à quelqu'un comme M. Vance, par exemple, ou quelqu'un comme Elon Musk, qui ne sont pas du tout des classes populaires, bien au contraire, tout ça a finalement renversé le système. Quel système ? Le système de mondialisation. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que je pense que cette mondialisation, c'est l'hégémonie américaine en réalité, c'est-à-dire la volonté des États-Unis d'imposer des normes américaines, des lois américaines, des façons de faire américaines dans le monde entier. Et si les États-Unis eux-mêmes disent stop, ben effectivement, ça risque de changer le cours de l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, et c'est ça qui est encourageant dans l'élection de Donald Trump. On ne va pas préjuger de ce que va faire Donald Trump. La mondialisation est blessée, du coup, affaiblie. C'est inéluctable. Inéluctable puisque c'est les États-Unis qui sont au cœur de ce logiciel. Je parlais des pays de l'OCDE tout à l'heure. On parle aussi de temps en temps de l'anglosphère, voilà, qui est maintenant remise en question par l'alliance de la Russie, de la Chine avec les pays des BRICS. C'est ça dont on parle en réalité, c'est-à-dire un modèle imposé par l'Union européenne qui suit en réalité les États-Unis, qui était un modèle, disons, de consommation, aussi un modèle, il faut dire, d'endettement, de désindustrialisation en grande partie, et un modèle où disons, l'intérêt individuel était au cœur du système. Les Américains ont considéré que maintenant, un président des États-Unis, son premier devoir, c'est de défendre les États-Unis. C'est d'une certaine façon, pour le dire autrement et plus simplement, c'est remettre la politique au-dessus de l'économie.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un qui est nul en économie ou c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le capitalisme. Ce sont au contraire l'alliance de Musk et de Trump. Ce sont des gens qui ont été au sommet de la chaîne alimentaire mondiale ou capitaliste, si vous voulez, américaine, qui disent ce modèle-là, attention. Il faut quand même veiller à défendre les intérêts nationaux. Et contrairement à ce que tout le monde dit, je pense qu'il y a finalement une espèce de revanche de la démocratie au sens du démos, au sens du peuple, quoi, en fait. Finalement, le peuple reprend un peu le pouvoir. Une fois qu'on a dit ça, M. Trump, il a des qualités, il a des défauts. Il peut nous surprendre en bien, il peut aussi nous surprendre en mal. Tout le monde a quand même en tête l'épisode du Capitole. Tout le monde a en tête aussi... la difficulté de ce personnage, qui est vraiment hors de toutes les séries, qui est un personnage vraiment assez incroyable, un destin vraiment singulier, et je fais même pas seulement référence à la trajectoire de la balle, mais ce qui est incroyable, c'est que cet homme, il ne peut pas manifestement s'institutionnaliser complètement, quoi. Finalement, il y a un côté un peu gros bébé capricieux qui pique des crises, etc. Bon, et donc on ne sait pas de temps en temps. Il ne ressemblera jamais à un petit fonctionnaire. Ça, c'est clair. Non, c'est pas un petit homme gris, non, c'est moins qu'on puisse dire. Donc de temps en temps, face, disons, au Parti communiste chinois et pour imposer les droits de douane à la Chine, c'est sûr que il est très efficace. Maintenant, tout le monde attend aussi à ce qu'il y ait un effet pacificateur. Wait and see, comme on dit en anglais. Alors, dernière question, on revient en France, question très rapide. Nous avons publié sur Boulevard Voltaire un article qui est accompagné d'une carte interactive dans laquelle on voit la multiplication absolument incroyable des mosquées en France. Est-ce que, à votre avis, on est à la veille, pourquoi pas, vous êtes aussi politologue, d'un parti qui rassemble les musulmans de France demain? Alors, il y a des limites constitutionnelles à la création d'un tel parti. Mais il y a aussi des moyens de contourner ces obstacles. On a bien eu un courant chrétien-démocrate. Je crains que malheureusement, si d'aventure ça... Oui, alors pour répondre à votre question, oui, je pense que ça arrivera. Et je pense que la France insoumise fait une histoire qui n'est pas la sienne et qu'elle feint d'ignorer. Elle est en train d'ouvrir une brèche qui ne va pas lui profiter à elle. Parce que, comme dirait Jean-Marie Le Pen, les gens préfèrent finalement toujours l'original à la copie. Donc là, il y a quelque chose d'inquiétant. C'est très étrange d'ailleurs, parce que le Rassemblement national est en permanence accusé d'être dans quelque chose qui relève de l'extrême droite. Bon, moi, je pense que ce phénomène de l'islamisme, je vais distinguer volontairement quand même disons la multiplication des mosquées en France, aussi due à l'importance de la population musulmane et au retour à une pratique religieuse dans l'islam en France et dans le monde entier. De l'islamisme, ça ne se superpose pas complètement. On va dire dès qu'il y a une mosquée, ce sont forcément des islamistes. Évidemment, ce serait très simpliste. Mais néanmoins, s'il y a, disons, un débouché politique à la montée, au retour à la pratique religieuse musulmane en France, oui, ça sera plutôt du côté de l'islamisme. En tout cas, c'est ce que montrent des pays comme la Turquie ou des tas de pays musulmans qui ont été traversés par ces lignes de force. Donc en France, il pourrait y avoir demain, bien sûr, des partis qui, sous couvert de défendre la Palestine, etc., en réalité, assumeront complètement d'être des partis communautaristes. Et ça, je pense que quand on a... moi, ce que je ressens profondément, c'est que finalement, dans le phénomène anxiogène qui est lié à l'islam, même à l'immigration plus généralement, il y a le fait qu'en fait, il y a une espèce de jeu de miroir, si vous voulez. En fait, en France, on sait que la pratique religieuse, voire le livre sur le sujet de Fourquet, elle s'effondre littéralement, même s'il y a des reprises aussi dans certains cas. On voit que la famille, elle a explosé de longue date. On voit finalement que la notion, on peut dire, de groupe, de collectivité, au-delà de l'individu, ça ne fonctionne plus très bien. Et là, notamment avec nos compatriotes d'origine musulmane, il y a encore une permanence de la cellule familiale, il y a un retour à la foi, et il y a toujours une espèce d'énergie collective. Et le problème, c'est que ça ne serait pas un problème si nous, on pouvait embarquer, disons, les nouveaux Français dans un récit collectif, et si nous,
nous retrouvions le sens de la famille. Alors de la foi, c'est pas le rôle du politique, mais en tout cas, si on avait, disons, un carburant collectif. Et c'est ça qui nous manque. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, sortir du logiciel mondialiste et retrouver qui nous sommes en réalité. Et une fois que nous aurons retrouvé qui nous sommes, je pense que cette question de la présence de l'islam pourra s'apaiser. Évidemment, tant que nous sommes complètement perdus, c'est très inquiétant parce qu'en plus, on apparaît à leurs yeux comme des gens vraiment à soumettre en quelque sorte. Enfin, je parle des islamistes, bien sûr. La conclusion est idéale. Merci beaucoup, Merci Guillaume Bigot. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez les modalités de dons sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.